Ma fille m'a récemment demandé pourquoi les oiseaux n'ont pas de cheveux. J'avais compris. Et j'ai rien trouvé à lui répondre. Par exemple, la différence de tonalité entre la voix de l'homme et de la femme ne s'explique n'a aucune raison, sauf si la nature a prévu l'invention du téléphone. Là, on peut reconnaître un homme et une femme facilement. Vous voyez à quel point les savants se posent des questions tout à fait considérables. Voici l'endroit où nous travaillons. L'animalerie, un petit laboratoire et une caravane qui paraît un petit peu incongrue ici, mais qui est en fait notre pièce de stockage. Et comme vous le voyez, il faut se débrouiller avec les moyens du bord quand on fait de la recherche, surtout de la recherche provisoirement en marge où les crédits n'abondent pas. Le laboratoire, l'entrée est là et je peux vous faire visiter si vous voulez. Ben, j'ai pas toujours été chercheur toute ma vie. J'ai commencé ma vie professionnelle en étant médecin. Je fais des études dites lourdes. Je suis ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique, et je faisais toujours fait de la médecine très très classique et même très très lourde. Je vous passerai sur les détails. Je faisais de la réanimation à un moment où peu de personnes en faisaient. À partir de là, après 15 ans de médecine, je m'ennuyais un peu. J'avais un peu tout vu et j'ai toujours voulu faire de la recherche. Ça me paraissait un métier plus vivant. On ne faisait pas toujours la même chose. Et donc, j'ai commencé à faire de la recherche à temps partiel. Puis en 69, je suis parti aux États-Unis pendant 3 ans et demi, où j'ai vraiment appris mon métier de chercheur professionnel. J'étais chercheur à temps plein, ce qui était une rupture complète. J'ai eu la chance là-bas de découvrir une molécule qui n'était pas encore connue. Et puis quand je suis revenu en France, j'ai intégré l'INSERM, évidemment à un niveau assez bas, et ça a été assez difficile, même sur le plan familial. Mais enfin bon, on a survécu, et puis après quoi, je me suis rendu compte que dans ce pays, personne ne s'intéressait à l'allergie, qui touche pourtant 15 millions de personnes, ou 10 millions de personnes si on veut être plus conservateur. Et j'ai créé donc une unité de recherche sur l'allergie, ce qui a été très mal vu, parce qu'on ne doit pas chercher sur des choses banales, il faut chercher sur des choses très rares pour être bien vu en France. Et puis voilà, en 80, j'étais à la tête d'une équipe d'une quarantaine de personnes qui tournait bien, avec un bon niveau international, jusqu'au moment où nous sommes tombés sur ces expériences tout à fait bizarres et que j'ai accueillies exactement comme j'aurais accueilli un enfant ayant, je sais pas, une malformation dans ma famille. Bon, bah, on prend ce qui arrive. Et j'ai accueilli ces résultats de la même façon que les autres. Je les ai triturés pendant 5 ou 6 ans. Et puis j'ai fait mon boulot de chercheur, c'est-à-dire que je les ai envoyés à Nature, la revue la plus élevée de la recherche, où j'avais déjà publié 4 articles. Et donc j'étais connu dans le milieu. Et à ce moment-là, tout a explosé. Alors évidemment, le fait qu'un liquide qui est considéré comme simple, alors qu'il est extraordinairement complexe, comme l'eau, aussi banale en tout cas, puisse reproduire l'activité de molécules complexes, a heurté considérablement la communauté des biologistes. Au point qu'ils ont considéré, c'est pour ça que je faisais allusion à un canard noir, que nous avions déshonoré, il y a beaucoup, la plupart d'entre eux le pensent, déshonoré la recherche française. Ce sont des gens qui peut-être ne vivent pas dans le monde actuel, puisque la réalité virtuelle
le fait qu'on puisse avoir une image sans la personne, le son sans le chanteur, est tout à fait admis pour d'autres secteurs de l'activité, mais pas pour la biologie. Vous pouvez diluer n'importe quel des réactifs de laboratoire que vous utilisez. Nous étions un laboratoire d'allergie à l'époque, de recherche sur l'allergie. Donc nous avons un produit qui déclenche l'allergie à volonté. Dans notre jargon, nous l'appelons un anticorps anti-IgE, mais il peut être ce qu'on veut. Et ce produit, donc dilué, ne devait plus déclencher de phénomène allergique dans le tube à essai, in vitro, comme nous disons. Et en fait, la surprise, d'abord, puis les années de travail pour comprendre, ça a été que ce produit continuait, et continue toujours, nous continuons à faire des expériences de dilution de temps en temps, à exercer un effet alors même qu'il a disparu du tube. Le fait que l'on puisse observer une activité dans un liquide qui ne contient plus de molécules pouvait faire penser, et je pense que c'est exact, que tout se passe comme si, comme on dit en mathématiques, l'eau se souvenait avoir vu cette molécule. D'où l'expression imagée, et qui a fait assez mouche, je dois dire, de la mémoire de l'eau. En fait, ça n'est pas l'eau qui est importante. C'est un petit peu la comparaison. L'eau se comporte comme une bande magnétique liquide. Et lorsque vous enregistrez quelque chose, c'est pas la bande magnétique qui est importante, c'est ce que vous enregistrez dessus. Alors, ce qui est important, c'est pas l'eau, c'est le message que les molécules laissent dans l'eau. Et c'est là-dessus que nous avons travaillé par la suite. On verra, hein. Mais tu as changé la tubulure après A, parce que oui, et après B aussi. Ouais. On va voir. Oui, alors là, vous voyez le nouveau laboratoire dit de biologie numérique, enfin, qu'on appelle biologie numérique. Alors ça pose un petit problème parce que nous n'avons pas gardé tout le matériel que nous avions à l'ancienne U200, où il y a eu à un moment donné 40-45 personnes, mais une bonne partie, et donc nous avons mis 450 mètres carrés dans 100 mètres carrés. On nous a alloué ce préfabriqué pour pouvoir terminer, que je puisse terminer ma carrière en paix et surtout sans faire de recherche ni embêter personne avec des découvertes intempestives. Voilà, donc vous pouvez voir la façon dont nous avons arrangé ça. Alors ça paraît un petit peu entassé, mais c'est un standard aux États-Unis. Hein. Les États-Unis, ils mettent dans un laboratoire comme ça, ils mettent 10-12 personnes facilement. Hein. On a ce qu'il faut pour travailler, c'est très bien. Et puis une ambiance finalement assez sympathique avec des interactions très fortes. Les chercheurs étant entassés les uns contre les autres, les interactions se font très très vite. Et c'est une petite équipe qui tourne bien et on en est assez content. Voilà, vous avez pu voir. Il n'y a pas un espace perdu. Hein. Mais l'expérience démontre que si on veut chercher de l'espace en plus, ben on finit encore par en trouver. On peut toujours faire mieux. Alors ce que vous voyez ici, c'est un cœur isolé qui provient d'un cobaye. Ce cobaye a été rendu allergique à de l'ovalbumine, qui est du blanc d'œuf. Et c'est un organe très sensible et qui va détecter de façon très fine, comme dans tous les systèmes allergiques, la moindre trace de blanc d'œuf. Lorsque nous passons de l'ovalbumine, le cœur fait un choc allergique. Si nous passons ce que nous appelons l'ovalbumine numérique, le cœur ne fait pas la différence entre cette ovalbumine numérique et la vraie ovalbumine. De la même façon que notre oreille ne fait pas de différence entre un son numérique inscrit sur un disque compact et la vraie personne qui parle ou qui chante. C'est le même son pour elle. Alors pourquoi numérique? Eh bien, ça provient finalement, mais c'est l'arrière petite fille de la mémoire de l'eau. Nous avons dit que ce qui est important dans la mémoire de l'eau, c'est pas l'eau, c'est ce qui est inscrit sur l'eau. Et les recherches que nous avons faites dans les années qui ont suivi, de 88 à 91, nous ont montré que cette activité inscrite sur l'eau pouvait être effacée par un champ magnétique. De la même façon que vous pouvez effacer avec un aimant ce que vous avez enregistré sur une bande magnétique, mais pas influencer la parole quand elle sort de la bouche.
L'étape suivante a été de transférer cette information magnétique par un amplificateur, comme on le fait pour le son. Et nous sommes aperçus que nous arrivions à transférer par un amplificateur dans une bande sonore, c'est-à-dire une bande comprise entre 0 et 20 kHz, pour être schématique, donc la bande que nous utilisons habituellement pour parler, pour téléphoner ou pour faire de la musique, et bien que nous transportions cette activité spécifique d'un tube à un autre, à travers un fil. Et puis, il y a environ 18 mois, nous avons franchi l'étape supplémentaire, c'est-à-dire que puisque c'était un son, finalement, puisque finalement les molécules se parlent par des ondes sonores, elles se parlent comme nous parlons, par des vibrations, et elles entrent en résonance si elles ont la même vibration, eh bien, nous avons enregistré cela sur un disque dur d'ordinateur par l'intermédiaire d'une carte son, comme on peut le faire avec un ordinateur multimédia. Et puis l'étape suivante que nous avons maintenant réalisée et que nous réalisons en routine, c'est évidemment de transférer ces dossiers d'ordinateur à ordinateur par Internet, exactement comme n'importe quel autre dossier. Dans la médecine du futur, il y a deux conséquences. La première, c'est que le médicament pourra être administré par téléphone, inscrit sur une carte à puce, pas le nom du médicament, ni la structure du médicament, l'activité du médicament. Il faut bien acquérir ce principe une fois pour toutes, qui est qu'une molécule est simplement biologiquement active dans sa fonction de signal et est simplement un émetteur d'ondes kilohertziennes. Donc à partir de là, ce que la molécule elle-même n'a aucune importance, comme finalement la forme du larynx de Pavarotti ou de la Callas ou de Johnny Hallyday, on s'en fout complètement. Ce qui intéresse, c'est ce qui en sort, c'est les sons qui en sortent. Donc ce qui est important, c'est ce qui sort des molécules. Ce sont les sons que la molécule envoie pour communiquer avec la molécule spécifique avec laquelle elle peut communiquer par un système de résonance qui est le même que celui que nous utilisons dans la TSF pour transmettre des ondes à distance. Je pense que le médicament molécule, sauf peut-être dans certaines indications très, très étroites, j'aurai un exemple très simple, il faudra prendre du calcium pour avoir du calcium véritablement bien dur dans les os. Ça, c'est pas une fonction de signal. Mais très rapidement, les médicaments tels que nous les connaissons deviendront numériques et je pense même qu'on se servira des fréquences par exemple, un exemple très simple, vous prenez une bactérie, on peut imaginer qu'on va enregistrer son spectre de fréquence et renvoyer à la bactérie son spectre de fréquence en opposition de phase, et la bactérie ne pourra pas communiquer avec l'extérieur, donc va mourir. Et ça se fait actuellement dans les avions, on prend le son, on envoie le même son en opposition de phase, et le résultat c'est du silence. Puisque lorsqu'il y a une phase, on envoie le contraire, donc la résultante c'est zéro. On peut imaginer une médecine complètement électromagnétique de ce type. Bon, cela demandera évidemment beaucoup plus de temps, mais les moyens techniques sont à notre disposition. Alors, il est souvent dit de moi que je suis le mouton noir ou l'enfant terrible de la recherche, etc. Bon, c'est vrai que j'ai toujours eu une liberté de langage et que bien que n'étant pas anarchiste d'opinion politique, ma devise, c'est clair, c'est ni Dieu ni maître. Je ne reconnais pas l'autorité a priori de qui que ce soit, sauf une autorité démontrée par la pratique quotidienne. Mais à part cela, pas du tout. Moi, j'étais un scientifique extrêmement classique. J'étais membre de conseils scientifiques de niveau très élevé. J'ai même été membre du comité des 40 sages qui dirige la recherche scientifique en France. J'avais même à un moment donné des fonctions de conseiller ministériel. Je ne suis pas du tout un marginal. Dans ma vie de tous les jours, je suis vraiment l'archétype du bourgeois, fils de médecin, bon, aux opinions un petit peu de gauche si l'on veut, mais comme beaucoup de chercheurs, ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a rien du tout là-dedans d'anormal. Il faut dissocier la personne de ses résultats. Je veux dire, à la limite, quand je vois une peinture, une œuvre d'art ou un objet, je me fiche complètement de savoir si Verlaine avait des habitudes sexuelles différentes de la norme. Ce qui m'intéresse, c'est les poésies de Verlaine. Moi, ce qui m'intéresse, moi, dans ma vie, c'est pas moi, c'est mes résultats. Si les résultats sont normaux, on considère que je suis un bon scientifique. Si avec les mêmes techniques, le même homme, le même laboratoire, les résultats sont déviants par rapport à la norme actuelle, on considère que je suis un marginal. C'est le système qui est malade, c'est pas moi. Vous savez, vous connaissez bien la phrase classique, si le monde devient fou, l'homme normal apparaît comme fou, mais c'est très provisoire.
savez, l'explication du fait qu'il y ait tellement de tensions dans les milieux de la recherche, et dans des milieux qui sont proches, où il y a des luttes de pouvoir, comme le milieu politique, c'est que je crois que la plupart des hommes sont en fait tenus par leurs idées. C'est comme des mâts. Leurs idées sont en fait les haubans qui les tiennent. Et c'est pas eux qui génèrent leurs idées, c'est les idées qui font les hommes. Alors que si on est au contact du réel, si on répare un moteur automobile par exemple, pièce par pièce, on démonte, et puis qu'on sait qu'on peut y travailler 10 ans, mais si on n'a pas mis le dernier fil, ça ne marchera pas. Ce qui est aussi vraiment une bonne leçon de choses. Et puis qu'après ça marche, on tourne la clé, le moteur tourne, on a fait quelque chose de concret. Alors qu'en recherche, ça se termine par une tonne de papier, et puis personne ne sait si tout ça va être sérieux, confirmé ou pas. Donc ça induit un déséquilibre qui explique bien des comportements, je crois. C'est vrai que j'essaye de faire, enfin pas j'essaye, d'ailleurs je fais beaucoup de choses de mes mains, et en particulier je crois qu'on peut interpréter ça comme un antidote à une activité purement, pas intellectuelle, mais de raisonnement pur, et qui n'est pas un vrai travail finalement. On ne produit pas quelque chose. Je crois que le vrai travail, c'est de monter des montres à la chaîne dans une usine en Chine. Nous, ce que nous faisons, c'est quand même une grande part de liberté, et de discussion. Mais surtout, ça n'est pas un travail palpable. Et je crois que c'est l'explication du grand malaise d'un certain nombre d'intellectuels et de scientifiques. C'est que finalement, ils ont l'impression de passer leur vie à ne rien produire. Et parfois, nous passons notre vie à ne rien produire. C'est un peu dommage, parce que comme vous le savez, il n'y en a qu'une. Peut-être que le fait... J'ai toujours eu le goût du montage et du démontage, hein, donc, même quand j'étais enfant. Mais là, c'est sûr que ça me donne une satisfaction de savoir que ça a aussi à faire un petit peu avec l'idée de liberté. Quelque chose est en panne, dans la mesure de ce que je sais faire, je peux le dépanner tout seul, de me débrouiller. Je crois que c'est lié à l'idée d'être un petit peu autonome, de ne pas attendre de quelqu'un de venir dépanner. Voilà. Enfin, je ne passe pas ma vie à ça, mais une bonne partie de mes week-ends passe quand même à réparer, à fixer, à visser, dévisser, etc. À un moment donné, je faisais énormément de mécanique. Par exemple, dans ma vie, j'ai transformé un camion 2 roues motrices en 4 roues motrices, ce qui est quand même un gros boulot sur une pelouse d'une petite maison en Californie. Ça fait partie de mon caractère au ras des choses, pragmatique. Je suis un matérialiste, je ne suis pas un théoricien, je suis un expérimentateur. C'est une façon de vivre qui me paraît importante. Je pense que la justification de la vie, c'est la vie. Et je ferai assez facilement mien la devise des Black Panthers dans les années 60, qui est « Do it », fais-le. Ne parle pas, fais-le. « Do it, man », il disait. Non, le fait d'être devenu chercheur est une suite d'enchaînements, en fait. J'ai été victime de ce que mon père était un médecin de quartier à Paris. Et je voulais vraiment devenir mécanicien, garagiste ou ingénieur automobile. Une passion pour l'automobile, qui j'ai transmise à un de mes petits-fils d'ailleurs, qui joue à des automobiles jour et nuit. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc j'avais cet esprit-là de retourner les pierres pour voir s'il y a un crabe dessous, quoi. Souchon dirait regarder sous les jupes des filles, mais les filles en l'occurrence, c'est une dame qui est la nature. C'est un état d'esprit qui consiste à aller, à ne pas se satisfaire forcément de ce qu'on a, et aller chercher peut-être une instabilité quelque part, je sais pas, voilà. Dire que je suis le seul qui ait pu faire quelque chose comme ça paraît ridicule. Mais enfin, si je devais reprendre la parole de Guillaumet dans les Andes, ce que j'ai fait, nulle bête ne l'aurait fait, je crois que ça pourrait très bien aller. Avec le sourire, bien sûr, et le recul. Mais ça a été une entreprise longue, difficile, et qui surtout nous a réservé, jour après jour, mois après mois, des surprises. Nous étions vraiment en terrain inconnu. Je ne me prends pas pour Christophe Colomb, mais c'était un peu ça. On ne sait pas où on va, et on ne sait pas dans quelles conditions on y va. Et donc,
il y a eu 13 ans quand même de bataille, de désillusion, et puis surtout, je me suis trouvé ostracisé alors que j'avais l'impression de ne faire que mon travail, donc une assez grande injustice. Alors, je ne vais pas du tout passer pour un martyr parce qu'il y a aussi un aspect extrêmement ludique. Moi, je dirais que chaque fois que ça marche pas, c'est presque en revenant au moteur et à l'automobile, c'est presque une aventure de se dire tiens, on va trouver, c'est un défi, donc ça aide à vivre, quoi. Maintenant, je suis persuadé qu'il y a bien d'autres hommes qui ont fait des choses beaucoup plus difficiles, notamment en sciences, et je rappellerai que des hommes comme Otto Lewis sont restés 25 ans sur des phénomènes qui nous paraissent maintenant évidents et personne ne voulait les croire. On refaisait même ces expériences et on ne trouvait jamais les mêmes résultats que lui parce qu'on ne les faisait pas bien, bien sûr, c'est toujours la règle du jeu. Donc, dans l'état actuel de la science, qui est devenu en fait l'attente d'un résultat préprogrammé, déjà connu en fonction du programme précédent, et parfois même on dépose le programme quand on a déjà fait la recherche, donc une science programmée, canalisée, un petit peu comme une rivière, on met des berges de béton pour être sûr qu'elle ne déborde pas, mais enfin, est-ce que c'est encore une rivière? C'est ça ce qui est devenu la recherche maintenant et la science. Bon, oui, c'est vrai que le système actuel ne sécrète pas beaucoup de gens comme moi et un certain nombre d'autres qui peuvent aller en dehors des chemins, quoi. Ça, c'est absolument clair. Il y a un certain nombre d'objets là que j'aime. En particulier, je suis très admiratif de ce tampon. C'est un tampon à batik indonésien. Et je trouve que ça représente assez bien ce que doit être une démarche expérimentale finalement. Ça a demandé une très très grande patience, très longtemps, une grande minutie, car ça ne souffre pas le moindre défaut, ça doit reproduire exactement l'image que l'artiste veut reproduire. C'est fait par assemblage de feuilles de cuivre, pressées les unes contre les autres, sciées, soudées, et tout ça est fait par des artisans qui n'avaient évidemment pas tellement de bagages techniques en dehors de leur expérience. Et je me dis parfois en regardant ces objets absolument magnifiques que j'aimerais bien de temps en temps faire une expérience ou une série d'expériences aussi parfaite que cet objet. Ça peut paraître une... Et on peut dire la même chose de Brassens, qui est en face de moi, et que j'ai d'ailleurs vu à Bobino, pas très loin d'ici, mais que j'ai jamais pu rencontrer. J'aurais pu, mais bon, on ne se rend pas compte que les gens vont mourir, et qui a tenu beaucoup de place, comme pour beaucoup d'autres personnes dans ma vie. Et souvent, je disais, j'aimerais bien un jour faire une expérience aussi parfaite qu'une chanson de Brassens, où les mots viennent exactement à l'endroit où on a l'impression que de toute éternité, ils étaient prévus pour venir l'un dans l'autre. Pour moi, le bonheur, c'est ça, c'est de faire. Do it. Do it. Fais ce que tu as à faire. Et en tout cas, le bonheur, c'est sûrement pas de s'interroger sur le bonheur. Il y a deux mots que je déteste. Il y en a deux. Vous savez, le questionnaire pivot, si vous détestez, etc. Le premier, c'est Dieu, évidemment, qui est un mot qui a causé tellement de malheur. Question qu'on peut poser pour reprendre ce thème, c'est est-ce que au Moyen-Âge, il eût mieux valu construire des cathédrales ou des égouts? Je veux dire, si on avait construit des égouts d'abord, on aurait eu les égouts et les cathédrales. Ça aurait évité les millions et les millions de morts. Bon. Et le deuxième, c'est un mot qu'on utilise tout le temps en ce moment, et qui est le mot « je craque ». C'est-à-dire, je viens de renverser du café sur la toile cirée, quelle horreur, je craque. Ce qui sous-entend que j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts, j'ai tenu au maximum, mais que finalement, la poutre a cédé sous la pression de la neige qui s'est accumulée sur le toit. Et en fait, c'est une excuse formidable de gens qui ne prennent pas leur vie à bras-le-corps et qui ne se disent pas, bon, je fais mon boulot, et quand j'aurai fini de faire mon boulot, ma vie sera finie, et j'aurai fait mon boulot, point. Et j'aurai pas passé ma vie à me prendre la tête pour savoir si je craque ou je craque pas, ou si je dois me laver la tête, ou si je dois prendre l'avion pour aller aux Maldives, pour pouvoir oublier, et en fait retrouver quoi dans mon miroir? Ben, toujours la même tronche, quoi. Donc voilà, le bonheur pour moi, c'est tout simplement de faire et d'avoir au bout d'un certain temps autour de soi
les preuves tangibles qu'on a fait quelque chose, des enfants qui poussent, des petits-enfants qui naissent, et puis on se retourne, on dit bah tiens, j'ai fait ça, donc j'ai existé. En fait, tout ça, c'est quoi? C'est tout simplement une lutte contre la fin de l'histoire, dont on sait qu'elle est triste, puisque la fin de l'histoire est forcément triste, puisqu'on sait comment tout se termine, et donc c'est tout simplement de retarder cette échéance et de se dire j'existe, j'existe. Et je ne crois pas qu'on puisse penser qu'on existe par des, par des idées, par des religions, par des philosophies, qui sont toujours d'ailleurs plus ou moins importées d'ailleurs, parce que c'est toujours mieux quand c'est ailleurs. Non, je crois que le remède le plus simple de tout ça, c'est de faire ce qu'on a à faire, de s'y attaquer. Et puis de temps en temps, on se casse la gueule, c'est sûr, on roule à vélo, on risque de tomber. Sinon, on reste dans son lit, qui est cependant l'endroit le plus dangereux, puisque statistiquement, c'est là, comme chacun sait, où on meurt le plus. Donc, voilà, faire. Il faut faire. L'homme est ce qu'il fait. Il n'est pas ce qu'il dit, il n'est pas ce qu'il croit, l'homme est ce qu'il fait. Je me trompe peut-être, mais c'est ma vie, c'est mon credo.